Retrouvez dans un instant le réalisateur, producteur et scénariste Luc Béraud à la librairie Ombre Blanche, mardi 2 décembre 2025, autour de la publication de son ouvrage intitulé « Au travail avec Duras, Robbe-Grillet, Rivette et quelques autres » chez Marest Éditeur. Dans ce nouveau livre qui succède à 2 opus sur Jean Eustache puis sur Pierre Lhomme, Luc Béraud pose un regard ému et amusé sur la fabrique du cinéma, ses situations souvent cocasses, tout en livrant un hommage sensible à ces héros du 7e art que sont les réalisatrices et réalisateurs, dans une galerie de portraits cristallisant une époque, celle des années 70 et d'un cinéma proche de l'avant-garde. La rencontre était menée par Christian Thorel. Merci à tout le monde d'avoir choisi aussi d'être présent en dépit de la pluie, qui est notre pire ennemi. On va essayer de ne pas être trop sérieux, mais quand même. Merci pour ta présence amicale. Et c'est pas la première fois, je crois que c'est au moins la 4e fois que je te reçois. La première fois, je t'avais invité lorsque Martinelli a monté La Maman et la Putain. C'était une très belle expérience, je garde un très bon souvenir. En plus, tu as gardé des relations avec lui. Oui. Donc ça, c'était une adaptation théâtrale au Théâtre Sorano il y a au moins une bonne trentaine d'années. Et puis, il me semble t'avoir invité... Il faut que tu dises, Martinelli avait adapté La Maman et la Putain en lisant le texte dans la collection des cahiers du cinéma, mais il m'a juré qu'il n'avait pas vu le film. Oui, c'est ce que tu me disais. Mais par contre, tu l'avais rencontré à ce moment-là ici, et tu le vois régulièrement. Et puis, il me semble t'avoir invité une autre fois entre cette rencontre Martinelli et puis ta première publication donc, au travail avec Eustache, ce formidable livre de fabrique des films de Jean Eustache, qui n'est pas toujours évidente, et si peu évidente que je t'ai connu sur un tournage d'Eustache auquel j'étais arrivé, d'avait déboulé quand j'avais 20 ans à Narbonne. En 74. En 74, oui, sur la petite place des Fontaines, c'est ça ? Les 4 Fontaines. Les 4 Fontaines, voilà. Et où vous attendiez avec Alain Dross, sans esprit. Oui, tu es venu un jour où il ne tournait pas. Oui, c'est ça, il s'était enfermé dans sa chambre. Ouais. Voilà, mais on n'est pas là pour parler d'Eustache aujourd'hui. Et alors après, je t'ai à nouveau reçu pour ton précédent livre en 2020. Oui. Non, il devait sortir le 1er avril et il y a eu le Covid. Alors c'est une année après. Non, ils l'ont sorti en septembre et ça a été une très mauvaise idée parce qu'en septembre, il y a tous les romans et les Goncourt et les machins. Voilà. Et qui est consacré quand même à vraiment quelqu'un de très important dans le cinéma, qui a été un des grands directeurs de la photographie, qui s'appelle Pierre Lhomme, que d'ailleurs nous avions reçu à la Cinémathèque pour un hommage. Et en sa présence, c'est quelqu'un de très modeste, inventif, et avec qui je crois que tu as eu une relation, pas toujours, parce que comme dans ton livre, tu décris un moment où il t'a envoyé J'ai failli mourir, écoute. C'est un assistant, c'est quand même quelqu'un qui doit gérer un plan de travail, qui s'est engagé auprès d'une production pour respecter le plan de travail, qui d'ailleurs, à l'époque, on signait encore, on faisait signer le plan de travail par le metteur en scène, par le chef opérateur et par le producteur, je crois. Et donc, un assistant, c'est toujours quelqu'un qui est en train d'anticiper et puis d'essayer de tenir son plan de travail, c'est-à-dire qu'on fasse la journée. Et Pierre Lhomme était un opérateur, moi je l'avais connu sur La Maman et la Putain, où il y avait lui et 2 assistants, qui étaient Jacques Renard et Michel Sonnet, et on faisait... il avait comme matériel, il avait 2 mandarines, c'est-à-dire des petits projecteurs assez puissants qu'il reflétait contre des plaques de polystyrène. Et c'était tout ce qu'il avait. Donc il n'y avait ni électricien, ni chef, ni machiniste. On tournait en 16 mm et c'était un plateau. On était une toute petite équipe et c'était un plateau très très concentré. D'abord parce qu'il fallait parer un petit peu les humeurs d'Eustache, qui étaient ça sortait difficilement.
Et donc, quand Claude Miller a fait son deuxième film, qu'on avait écrit ensemble, Bruno Nuiten, il avait repris la même équipe que pour La meilleure façon de marcher, et j'étais assistant aussi, et Bruno Nuiten, il avait pris du retard sur le film de Zing et tout ça, si bien que il s'est retrouvé sans chef opérateur, et je lui ai recommandé Pierre Lhomme en lui disant, tu vas voir, il va à toute biture et tout ça. Mais comme là, c'était un très gros film avec des vedettes, il y avait Depardieu, Miu Miu, et donc il prenait son temps, et c'était épouvantable. Et à un moment donné, je vois qu'il est en train de discuter avec son chef électro, il n'est pas en train de parler du film, et je lui dis, Pierre, écoute, qu'est-ce que tu fous et tout. Et il avait dans la main un serre-joint. Un serre-joint, c'est un outil très utile dans le cinéma parce que ça permet d'installer des choses très très rapidement et provisoirement. Et tout d'un coup, il lève le truc. Puis il se rend compte qu'il va tuer quelqu'un. Il l'a jeté par terre et j'ai vu le ciment partir. Voilà, l'assistant anticipe. Alors, donc tu commences à anticiper sur mes questions. Ce livre est un livre où Luc raconte et on va essayer d'y tracer quelques pistes, celle justement de l'assistanat, celle du scénario, et puis je t'interrogerai aussi sur quelques-unes des rencontres décisives, probablement pour toi, qui sont dans cet ouvrage. Je pense à Rivette, à Duras, puis on terminera sur deux personnes qui ont aussi beaucoup compté dans ta vie. Mais on va commencer par l'assistanat. On va passer sur ce chapitre 1 qui est celui de la révélation du cinéma, de tes origines dans le cinéma, et du cinéma des origines presque. Et déjà, page 24, tu pars sur les années d'assistanat. Je vais faire quelques lectures tout au long de cet entretien, avec ton autorisation même. Voilà, j'ai aimé mes années d'assistanat. On parle souvent du métier d'assistant comme d'un passage entre l'arrivée dans la profession et son aboutissement, la réalisation de films. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Et pour cela, il faut gravir des échelons successifs. Stagiaire, deuxième puis premier assistant. À l'époque, la progression se faisait par tranches de 3. 3 films comme stagiaire, 3 films comme second, 3 films comme premier, au terme desquels on obtenait une carte professionnelle de réalisateur. Est-ce qu'au bout de 9 films, on a appris ce qu'est la réalisation d'un long métrage ? Personnellement, je n'ai pas suivi le cursus officiel, ayant raté l'IDEC. J'ai accédé au cinéma professionnel par la petite porte. Je suis devenu directement l'assistant toute tâche d'un homme que j'admirais, Andreas Labarthe. Parallèlement, je réalisais des courts-métrages et par le jeu des équivalences, j'ai obtenu du CNC la carte de premier assistant, indispensable à l'époque, pour être engagé sur des films professionnels. Ce que je sais du métier, je l'ai donc découvert par moi-même et mes méthodes de travail se sont forgées en l'exerçant. Ayant majoritairement été assistant sur des films marginaux fauchés, mon expérience est un peu particulière. J'ai toujours choisi de seconder des réalisateurs pour qui j'ai éprouvé de l'admiration, même si j'ai parfois été déçu, tu ne manques pas de le dire d'ailleurs. Si l'assistanat est un des passages pour devenir réalisateur, il n'est pas sûr que pour l'assistant, les metteurs en scène avec qui il a travaillé influeront sur le cinéma qu'il fera. Les tâches techniques qui le mobilisent tout au long de la préparation et des journées de tournage sont périphériques au regard de la création. Au mieux, il apprendra des trucs ou des astuces, il verra comment se comporter vis-à-vis des comédiens et diriger des techniciens, appréhendera même les rapports avec la production. Mais les secrets de la création sont ailleurs, et cela, il le percevra en voyant les films, les chefs-d'œuvre et les autres. C'est en spectateur qu'il créera son propre art poétique. Je ne sais pas quel film je ferai, mais je reconnais dans ceux que je vois les univers et les émotions qui m'enrichissent et qui un jour seront le ferment de mon cinéma. Voilà, je vais m'arrêter là et avec deux questions. D'abord, pour toi, ces années d'assistanat, tu dis non seulement je ne les regrette pas, mais même je les revendique. Et tu as écrit finalement beaucoup sur ce travail d'assistanat. Et est-ce que la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, justement, ce rôle d'assistant, est-ce qu'il a les mêmes vertus que celles que tu as pu trouver quand toi-même, à la fin des années 60, oui, tu t'es lancé dans le cinéma par cette voie-là?
Tu veux dire, est-ce que l'assistanat m'a aidé à... Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail d'assistant ouvre aux mêmes voies? Est-ce qu'il a les mêmes hiérarchies? Écoute, je ne sais pas très bien. Moi, quand j'ai fait mes films, j'ai fait 3 films de cinéma et j'ai fait 23 films à la télévision. J'ai donc eu des assistants et j'ai essayé de leur inculquer ma façon de travailler, et qui était un peu particulière parce que, encore une fois, c'était des films fauchés. La seule fois, par exemple, quand dans mon trajet d'assistant où j'ai eu la chance de travailler avec un accessoiriste, c'était sur le dernier film. C'était le film de Claude Miller, qui était le plus gros film sur lequel j'étais assistant, qui était d'ailleurs un très gros film et sur lequel on n'avait pas tout à fait les moyens qu'on aurait dû avoir. Et sinon, tous les autres films, il n'y avait pas d'accessoiriste. C'était moi qui faisais moi-même les accessoires, etc. Mais ce côté bricolo, je l'ai beaucoup pratiqué, et je me suis rendu compte, je faisais des films, j'étais passionné de cinéma, je suis originaire de La Rochelle. Et La Rochelle, dans les années 50, c'était le Moyen-Âge. C'est tout juste s'il n'y avait pas les ruisseaux au milieu des rues, etc., les rigoles. Et on avait les films 6 mois après la sortie parisienne. Et d'ailleurs, dans ma famille, on allait très peu au cinéma, par culture. On pensait que c'était un art qui était mineur et tout. Et d'ailleurs... j'ai un cousin qui a pratiquement le même âge que moi et dont les parents divorçaient. Et la grand-mère en avait la charge, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'envoyait au cinéma. Et donc ce cousin me racontait les films. Donc c'est cette frustration qui m'a donné envie de devenir cinéaste. C'est-à-dire que il me rappelait, je me souviens, il y avait un film qui me racontait par le menu qui s'appelait Commando dans la Gironde, dont je me suis procuré le DVD il y a quelques années, un DVD espagnol, c'est un film de Mel Ferrer. Tous ces films, je suis né en 1945. Les années 50 étaient très très marquées par les films de guerre américains, films de guerre anglais, très importants. Et voilà. Et j'ai un peu perdu le fil de la pensée. Là, en tous les cas, ce que je dis là, je le revendique haut et fort, c'est-à-dire que le métier d'assistant consiste à aider un metteur en scène à le débarrasser de tout ce qui peut être l'intendance, disons. Oui, voilà, exactement. Et donc, ça veut dire prendre en charge soi-même certaines initiatives et de les prendre dans l'esprit du metteur en scène avec qui on travaille, bien entendu. Mais de là à dire que mes films ressemblent à du Eustache ou du Duras ou du Rob Grillet, non. Je reviens sur la question aujourd'hui, mais il faudrait peut-être interroger ceux qui ont aujourd'hui la charge d'enseigner le cinéma. Est-ce que ce métier d'assistant tel que tu l'as exercé, on peut aujourd'hui, est-ce qu'on a la même facilité aussi peut-être de passer de ce stagiaire, second, premier, et puis réalisateur? Écoute, moi j'ai quand même l'impression que les écoles de cinéma, et notamment la FEMIS bien sûr, dispensent de passer par l'assistanat. Je vois un type comme Cédric Kahn, j'ai pas l'impression qu'il ait été assistant. Il a été assistant monteur, si, de Piala, oui, assistant monteur. Mais des gens qui viennent de l'assistanat, j'ai pas l'impression que parmi les nouveaux cinéastes qu'il y en ait beaucoup. De Plechin n'a pas fait, il a fait l'IDEC, mais il est passé réalisateur tout de suite. D'ailleurs, moi je l'ai eu comme j'ai fait un peu d'enseignement à l'IDEC, et De Plechin n'était jamais là. Pour lui, l'IDEC, c'était ça. Il venait prendre le matériel pour tourner. C'était un type qui était déjà hanté par la réalisation et qui a pratiquement pas suivi les cours de l'IDEC. Et il y a un moment où tu as senti que tu pouvais te laisser piéger par ce travail d'assistant? Non, parce que quand tu changeais d'univers cinématographique régulièrement. Oui. Je veux dire de réalisateur, évidemment.
Oui, c'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que tu es assistant, passer le pas. Alors, je faisais toujours beaucoup de courts-métrages. J'ai fait 5 courts-métrages dans ma vie comme auteur. Il y a un moment donné où je m'étais dit, maintenant, il faut passer le pas, il faut que je passe... Surtout que le dernier court-métrage, c'était une adaptation de James, et qui était un film qui durait 50 minutes. Mais comme il fallait bien gagner sa vie, de toute façon, j'étais assistant sur des courts-métrages, j'étais assistant sur des films publicitaires, j'étais assistant sur des longs-métrages. Alors, les longs-métrages, c'était quand même une période qui était beaucoup plus importante. L'assistant sur une pub, ça durait 1 semaine, mais on rencontrait des gens, c'était quand même très intéressant. Enfin voilà, c'était un métier, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ça va bien. Mon copain, c'est comme un grand frère, Claude Miller, on s'est rencontrés dans un festival et on ne s'est plus quittés. Et Claude a fait son premier long métrage, et on avait convenu que quand il aurait fini, qu'après la meilleure façon de marcher, ça serait à mon tour de faire qu'on écrive mon premier long métrage, et puis après Claude, et ainsi de suite. Oh là là. C'est mon téléphone, mais il est dans mon manteau, je ne sais pas où il est. Il faut savoir que ton téléphone, c'est aussi un outil de travail, puisque Luc vient de réaliser un film, un long métrage avec son téléphone. Bon, avec une équipe aussi, hein, mais peut-être tu en diras quelques mots à la fin de cet entretien. On va passer à de l'assistanat appliqué, et appliqué justement à Jacques Rivette, parce que là, il y a un passage intéressant, d'autant plus, tu connais mon admiration pour Rivette, mais la tienne, elle est, on va dire qu'elle est peut-être plus mesurée. Par contre, c'est une leçon de cinéma très particulière, notamment pour la question du scénario et celle de la direction des acteurs. L'histoire de Rivette, c'est marrant. J'étais assistant sur un film de Rob Grillet, et Suzanne Schiffman, qui était la script de la Nouvelle Vague, hein, de Godard, de Truffaut et de Rivette, m'appelle en me disant, écoute, est-ce que tu voudrais faire un film de Rivette cet été ? Et pour moi, c'était un cadeau du ciel, parce que je le connaissais, on se croisait. Moi, j'ai bien connu toutes les équipes des Cahiers du cinéma, parce que j'étais assistant de Labarthe et de Comolli et tout ça. Et donc, quand Suzanne m'a proposé ça, j'étais ravi. Et Rivette devait faire un film dont j'ai oublié le titre. C'était un gros film pour lequel il devait faire avec Pierre Lhomme et Jeanne Moreau et Juliette Berthaud. Et le film, il n'a jamais réussi à le monter, parce que juste avant, il avait ces 12h40 de Out One qui faisait qu'aucun producteur ne pouvait faire confiance à Rivette, qui livre des films comme ça. Il avait aussi fait L'Amour fou, qui durait 4 heures et quelques, et tout ça. Et donc, le Barbet, Schroeder, Rivette avait proposé à Barbet de lui produire un film, que Barbet lui produise un film, les films du Losange avec Romer, et il s'était engagé à faire un film à Paris, en 16 mm, en couleur, et de moins de 2 heures. Total, on a fait un film qui est le premier montage vrai livré par Rivette, c'est 3h40, que Barbet a ramené à 3h04. Et on a tourné effectivement à Paris en 16 mm. Et l'idée de Jacques, parce que Juliette Berthaud avait refusé des films pour faire le grand film sur Sarah Bernard, avec Jeanne Moreau, et Rivette se sentait un peu en devoir vis-à-vis de Juliette, et il avait dit, on va faire un film, et au lieu que ce soit un garçon et une fille, on va prendre 2 filles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Juliette connaissait Labourier. Rivette avait vu Labourier au théâtre, bien sûr, et à la télé, mais il l'avait surtout vu dans le film de Renoir, le petit théâtre de Jean Renoir, où elle avait le seul bon sketch du film, Le Roi d'Yvetot. Et alors, Rivette tournait sans scénario, c'est-à-dire que à un moment donné, je reprends une phrase de lui qui dit cette corvée d'écrire un scénario. Il voulait, parce qu'il cherchait la source de la vie. Et d'ailleurs, alors,
Juliette et Labourier avaient proposé leur personnage, et ils, petit à petit, avec un petit coup vers Lewis Carroll et tout ça, alors, le film, c'est Céline et Julie vont en bateau. Et ça mélange deux univers, le Céline et Julie. C'est-à-dire qu'il y a l'univers des deux filles, et qui, par des gestes de magie ou de bonbons, enfin des trucs un petit peu foireux, il faut bien le dire, pénètre dans un univers dramatique qui, lui, est inspiré de James. Et c'était Eduardo de Gregorio qui a beaucoup apporté avec du Bioy Casares, le copain de Borges, etc. Et donc, ces deux univers, donc, Eduardo gérait l'univers des fantômes, et Juliette et Labourier géraient le côté vif enfin, de ces des deux filles. Et Rivette allait de l'un à l'autre et tout ça, c'était infernal, parce que c'est Pascal Bonitzer qui a fait 7 ou 8 films avec Rivette, qui dit la méthode de travail de Rivette, c'est le non-travail. Et alors, ça ressemble à une blague, mais j'ai revu Pascal il n'y a pas très longtemps qui m'a dit non, je t'assure, et tu as raison, c'est ça, et c'est sa façon de travailler. Et parce que c'est un homme qui vivait pas. Il passait sa vie au cinéma, il habitait et à lire, oui, énormément. Et alors j'ai appris. C'est parce que Bonitzer m'a dit ça il y a une semaine, qu'il était atteint du syndrome de Sénèque, c'est ça? Le type, tu sais, les gens qui ne jettent rien. Ah non, ça c'est Diogène. Oui, Diogène, oui. Pardon, excusez-moi. Non mais c'était ça, c'était ça. Et donc c'est Michel Simon qui disait ça. Il disait Rivette ne vit tellement pas que quand il voit la vie surgir, il n'ose plus intervenir et il ne coupe pas. Alors on va voir comment c'est dans le quotidien. Alors vas-y. Ouais. Bon, quelques lignes. Hein. Je vais même en sauter par rapport à celle que. D'accord. Le tournage à la bibliothèque s'éternise. Et nous dépassons largement l'heure d'arrêt convenue avec la bibliothécaire qui personne allant face aux problèmes de sécurité et de gardiennage dans cet établissement public. Ce premier jour est de mauvais augure pour les 19 à venir. Le lendemain, nous sommes en extérieur dans le square Suzanne Buisson, à Montmartre, et l'allée des brouillards l'a bien nommé, car il y a tellement d'inconnus dans ce film non écrit que j'ai la peur au ventre et cauchemar de toutes les nuits. On a tous les décors et les autorisations afférentes, sauf la maison. Avec le studio de Julie, c'est le décor le plus important, planifié pour 8 jours de tournage. Donc on n'a pas la maison. S'ensuit une longue quête. Alors je saute un paragraphe. Chaque matin, je viens sur le plateau pour lancer le tournage, ce qui n'est pas une mince affaire, pendant que Jacques et Eduardo, de Gregorio, donc, étudient ce que les filles ont concocté la veille au soir, les techniciens attendent. Long conciliabule avant de commencer à tourner. Mais une fois que les décisions sont prises, cela va assez vite. Quand je vois que ça roule, il y a peut-être peu de plans, non, c'est ça. Enfin, non, c'est pas ça. C'est que il voulait attraper la spontanéité, et donc il savait que quand on répétait, les comédiens s'installaient dans le personnage et ramenaient de la psychologie et tout ça. Et lui, ce qu'il voulait, c'était capter. Donc, il faisait une prise ou quelquefois deux. Alors, il y a des fous furieux, il y a Bresson, il y a Doyon qui font 90 prises et tout ça, mais parce qu'ils veulent jouer sur l'épuisement, et enfin, c'est des théories aussi. Et mais il y a énormément de cinéastes. On parlait de Huston tout à l'heure. Huston faisait très peu de prises, et beaucoup de très bons cinéastes ne multiplient pas les prises. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup, et maintenant avec le numérique, c'est une catastrophe, parce que comme la pellicule ne coûte plus rien, les cinéastes se couvrent sous tous les angles. Jean-Jacques Hano, quand il finit une séquence, il dit à la script, c'est sa femme en plus, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien tout couvert? Et donc ça veut dire que la mise en scène se fait au montage. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais les vrais metteurs en scène, c'est au tournage. Alors je reprends. Donc quand je vois que ça roule, je laisse le plateau à Pascal Lemaître, le stagiaire, puisque Eduardo, le second assistant, ne connaît pas le métier et qu'il est mobilisé par l'écriture des dialogues. Je repars poursuivre mes recherches de maison.
Mon angoisse va grandissant devant la déconfiture à laquelle je ne vois pas d'issue. Le soir, quand je rejoins le tournage, j'essaye de faire bonne figure. Les techniciens me racontent ce qui a été tourné. Il n'y a pas de projection de rush. D'abord parce que Rivette n'en veut pas. D'abord parce que Rivette n'en veut pas que, sitôt la journée terminée, les comédiennes foncent travailler les scènes du lendemain et que, par mesure d'économie, les prises de vue couleur sont tirées sur pellicule noir et blanc dans un rendu fadasse, décourageant, mais courant sur les productions fauchées. Je saute un paragraphe. Cette première semaine se termine bien. À part la bibliothèque, nous avons tourné principalement en extérieur à Montmartre, Aubervilliers et la Garenne-Colombe. Les comédiennes et les techniciens vont pouvoir profiter du week-end pour se reposer et Rivette pour aller au cinéma. Moi, je dois trouver cette année maison. La deuxième semaine commence par les séquences d'intérieur du cabaret où se produit la mandracore. C'est un des personnages. J'ai négocié avec Monsieur José, le propriétaire du Capricorne, un café-théâtre de la rue Molière, le tournage de nos scènes en une journée qui doit impérativement se terminer à 20h, car ces spectacles à lui commencent à 21h. Dernier paragraphe. Comme chaque jour, le début du tournage a tardé, si bien que vers 19h, je m'alarme parce qu'on n'aura pas terminé à 20h et qu'on va être jeté dehors. De plus, le loueur du piano doit passer d'un moment à l'autre pour récupérer son instrument. Bref, la pression est à son maximum et c'est en catastrophe qu'on termine la journée en sabotant un peu le numéro de Julie. Dominique Labourier est furieuse et le fait savoir à Rivette. Elle le met en garde pour la suite du tournage. Elle refusera de travailler dans des conditions où le manque de préparation fait qu'on traîne au début et qu'on bâcle les fins de journée. Voilà, disons, c'était une vie formidable pour toi. De toute façon, la description que tu fais de ce travail avec Rivette... Oui, c'est apocalyptique. Et alors, jusqu'après... Enfin, en général, dans mon métier d'assistant, j'ai toujours protégé mon metteur en scène. C'est-à-dire pour le décharger de tout ce qui était matériel, disons. Pour même Eustache. Et même Eustache, absolument. Et non, parce que Eustache, on était beaucoup... on aimait Eustache. On aimait. C'était un homme, on le sentait en perdition, mais c'était quelqu'un, on était très attaché à lui. Rivette, c'est un ovni, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Je me souviens, j'ai surpris une conversation avec Eduardo de Gregorio. Il avait des pompes absolument dégueulasses. Et il dit à Eduardo, où est-ce que tu les as achetées? Elles sont belles, tes pompes. C'était des trucs en velours. Absolument. Je m'excuse pour ceux qui sont... Bon, et on pouvait même pas s'engueuler avec Rivette parce qu'il était fuyant. Alors c'est pas un lâche. Hein, par rapport à ce critique exceptionnel qu'il était, il est très sévère et tout ça, on avait en fait un petit bonhomme de rien du tout et on pouvait même pas se fâcher avec lui. Et donc, toutes ces improvisations, tous ces imprévus, un assistant, un plan de travail, c'est prévoir. Voilà. Et l'assistant, il est là pour prévoir. Quand il n'y a pas de scénario, quand le metteur en scène est opaque, puisqu'il fait les choses au fur et à mesure. Par exemple, je me souviens très très bien il y avait un seul ouvrier, il y avait qu'un seul électricien, et donc tout le monde mettait un peu la main à la pâte, tout ça pour éclairer. Et un jour, on éclaire une grande pièce, le salon, donc ça prend déjà une bonne heure et demie à éclairer. Et puis je dis à Rivette, est-ce qu'on peut pas profiter de ce que la lumière est faite dans cet axe-là pour faire tous les plans maintenant? Il dit non, je voudrais faire le gros plan de Barbet et tout. Alors donc on retourne la lumière, on repère encore, parce qu'il faut, comme on n'a pas beaucoup de matériel, il faut le décrocher de là où il est, puis on le mettre dans l'autre et tout. Et puis on fait le gros plan de Barbet. Et puis je lui dis, maintenant, on va se remettre là. Et alors voilà, et l'équipe, on se dit, il se fout de notre gueule, c'est pas possible. On lui a proposé de le faire pendant qu'il y était. Non, parce que lui, il invente au fur et à mesure au lieu de prévoir. Voilà. Et donc, alors que je pense que le métier d'assistant consiste à protéger son metteur en scène, moi, pendant Céline et Julie, j'ai protégé l'équipe. Parce que j'avais toujours peur qu'elle se révolte. On va changer de réalisateur, on va passer à Marguerite Duras. Tu as eu quand même cette chance de tourner avec
Eustache, Duras, Rivette. Enfin, pour moi, c'était une trilogie. Écoute, Triade de choc. J'ai eu la chance d'écrire un scénario avec Emmanuel Carrère et de faire le film. Et je lui ai envoyé mon bouquin et il m'a fait un truc qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit « Tu as de la chance d'avoir connu tous ces gens-là et ils ont eu la chance de t'avoir. » C'est pas mal. Carrère qui lui-même a fait de la critique de cinéma. C'est le bouquin, alors, Duras, on va l'aborder juste, je vais vous le dire, un paragraphe, mais parce que quand on lit ça, on se dit mais comment tu as pu parler avec elle? Enfin bon. Alors étrangement, quand on tourne, Marguerite se met au plus près de ses comédiens, mais perpendiculairement à l'axe de la caméra. Quand je lui suggère de se placer à côté de l'objectif, près du cadreur, dans le sens des images et donc des futurs spectateurs, elle dit qu'elle voit mieux quand on est avec les acteurs. En fait, le cinéma ne l'intéresse pas vraiment. Ce qu'elle aime, c'est son texte et l'entendre dans la voix des comédiens qui le disent. La caméra enregistre au plus simple. Alors ce sont de longs plans fixes, souvent larges. Au cadre, Aronovitch s'ennuie et fait parfois du bruit en changeant de position, ou en se raclant la gorge. Il n'y a pas qu'ici qu'on peut. Au son, Michel Muller lui fait les gros yeux, mais les comédiens concentrés poursuivent le jeu. Alors j'imagine que pour toi, pourtant tu as travaillé 2 ans avec elle. Plus longtemps. On a mis, oui, on a dû faire le film au bout de 2 ans, mais je suis resté très lié avec elle et elle m'emmenait au théâtre. On se voyait beaucoup. Oui, mais donc elle entendait différemment encore moins que Rivette, c'est les impératifs de... Non, elle était très précise. C'était quelqu'un qui était... Elle était à la fois horripilante, parce que, encore une fois, je vous jure que c'est vrai, un jour on était... Alors, elle était aussi... Elle aimait s'entourer d'une cour de flatteurs, et que bizarrement, elle n'avait même pas l'intelligence de se rendre compte que les flatteurs étaient là pour la flatter, pour sans doute obtenir je ne sais quoi, je ne sais que. Et moi, je lui disais, mais Marguerite, je suis là pour t'assister, pour t'aider, je ne suis pas là pour te flatter, sinon on va perdre du temps, et à quoi ça sert? Et un jour, il y avait un petit peu, je ne sais plus qui il y avait, mais on était 4 ou 5, et elle nous lit une phrase, machin, et puis elle se redresse, et puis elle nous dit, c'est génial, non? Et là, je dois dire qu'on a eu du mal à garder le sérieux. Mais sinon, elle était souvent drôle. Et puis on l'a respectée. Alors, elle n'était pas encore... C'était dans les années 70. Elle n'était pas encore la pop star qu'elle est devenue par la suite. C'était un très grand écrivain et tout. Moi, elle venait de faire Détruire, dit-elle. Elle l'avait co-signé avec Paul Seban un film que je trouve magnifique qui s'appelle La Musica, qui est un film magnifique. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est formidable, avec Delphine Seyrig et Robert Hossein, parce qu'elle avait un talent pour avoir quelqu'un de son univers et quelqu'un de prosaïque. Robert Hossein, il n'a rien à foutre chez Duras, tu vois, et c'était formidable dans le film. Après, il y avait Garcin qui avait rien à foutre chez Duras, dans Détruire, dit-elle, je crois. Et puis, enfin voilà, il y avait toujours ça. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu as un regard plus critique oui, sur le. Non. Tu as un regard plus critique sur India oui, Song, sur cette période. Le cinéma, et plus ça a été, plus elle s'est radicalisée. Et j'ai trouvé l'autre jour, dans un truc à l'Odéon, elle dit le jeu enlève au texte. C'est dire quand même pour elle, il n'y a que l'écrit. Et alors, quand je vois les gens s'extasier devant les mains négatives ou des trucs comme ça, où il y a... Et alors, c'est une période... J'ai fait un peu d'enseignement à l'IDEC, et les élèves arrivaient, en deuxième année, on leur donnait 120 mètres de pellicule, c'est-à-dire 11 minutes de pellicule pour faire un film. Et avec ces 11 minutes, il y en avait qui arrivaient à faire des films de 16, 17, 20 minutes. Parce que à l'identique de Duras, il mettait de l'amorce. On voyait du noir pendant des minutes entières sur lesquelles il mettait du texte et des choses comme ça. Et voilà. Et il y a un cas dans cette période la fin des années 70, 75, 85, il y a quand même un film que
sur lequel tu écris et qui est paradoxalement, ce qui est peut-être celui que tu préférais de cette période, c'est son nom de Venise dans Calcutta désert. Alors, d'abord, quand Eustache m'a proposé de faire La Maman et la Putain, j'ai dit à Marguerite, écoute, excuse-moi, mais je vais voir Eustache. Elle avait de l'estime pour Eustache. Et j'avais un copain qui s'appelait Benoît Jacot. Il s'appelle d'ailleurs toujours Benoît Jacot, et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et il était très jaloux du fait que j'étais assistante de Duras. Et je l'ai présenté à Marguerite, et ils se sont adorés, puisque Benoît a dû faire 7 ou 8 films avec Marguerite. Et alors, un jour, elle fait India Song. Alors, India Song, c'est le film le plus populaire, c'est le film qui a le mieux marché, c'est une histoire qu'elle a déjà racontée, parce que alors, c'est la championne du recyclage, hein, Marguerite. Elle l'a fait dans le vice-consul, cette histoire, l'amant, et l'amant de la Chine du Nord. Et ils avaient tourné dans un truc, une immense bâtisse qui est dans le parc de Saint-Cloud, qui était un truc qui appartenait aux Rothschild et qui a été occupé par les Allemands et qui était resté en délabrement terrible. Et voilà. Et donc là-dedans, ils ont construit des décors de India Song. Et une fois qu'ils ont fini India Song, la maison est retournée à son état de délabrement. Et quelques années après, avec Bruno Nuiten, le chef opérateur, ils ont loué un fauteuil d'infirme, et c'est Marguerite et avec une lampe de poche, ils sont allés dans ce décor de catastrophe, qui tombait en botte et tout ça, et ils se promènent dans ce chaos, et on entend la bande son de India Song. Alors, ce qu'elle a fait, qui est à mon humble avis, une erreur, c'est qu'elle a pris la bande son de la première à la dernière. Au dernier truc, c'est-à-dire, je crois qu'India Song, ça a duré 1h40, je crois. Et que je pense qu'à la fin, il n'y a plus assez de matériel, et on revoit des plans qu'on a déjà vus, etc. Mais cette écriture du désastre est absolument magnifique, parce qu'il y a un vrai projet formel, hein, cette image sombre avec la torche qui perce l'obscurité, et cette histoire, c'est une bleuette, hein, comme souvent, hein, ce que raconte Duras, c'est le ravissement de l'Olvestein, c'est aussi une bluette. Non, mais raconter, c'est la langue qui compte. Oui, ben voilà, absolument. Elle m'avait raconté que quand elle a publié le ravissement de l'Olvestein, un jour à minuit, le téléphone sonne, c'est Lacan qui l'appelle en lui disant « Tu ne sais pas ce que tu as écrit, je vais te l'expliquer ». Voilà, bon, enfin voilà. Mais alors le film n'a pas marché, ça n'a intéressé personne et tout, mais je vous assure que c'est très beau d'entendre, surtout si on a déjà vu le film, déjà vu India Song, le personnage de Lonsdale qui hurle, son désespoir et tout ça, sur ces plans de désastre, c'est quand même très fort. Alors on a commencé par l'Assistanat, on vient d'entendre, et tu avais déjà écrit sur Eustache, l'Assistanat avec Duras, l'Assistanat avec Rivette, auprès de... Il y a eu Rob Grillet, bon, on va pas... Écoute, Rob Grillet, moi, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il est très sympathique, il est drôle, on avait plaisir à travailler avec lui. Alors, ils n'ont pas tous l'usage du scénario, on va dire traditionnel, que l'on attend dans le cinéma, surtout dans ces années. Il y a quelque chose un peu d'expérimental chez tous ces cinéastes. Et finalement, toi, ensuite, après ces années d'assistanat, tu es aussi devenu, dans le même temps, mais progressivement, tu es devenu de plus en plus scénariste ou co-scénariste. D'abord scénariste de tes propres films, les 2 longs métrages cinéma et les films télé. Mm-hmm. Et puis, tu as fait quand même tu as beaucoup travaillé avec Claude Miller, voilà. Ça, c'est venu comment, finalement ? Écoute, on s'est rencontrés, Claude et moi, au festival de Oberhausen, qui était un grand festival de courts-métrages en Allemagne. Et
Et j'ai découvert, il a découvert un film qui s'appelait La Poule, avec Lonsdal, que j'ai fait moi. Et moi, j'ai découvert son film qui s'appelait Camille, ou la comédie catastrophique, qui, à mon avis, est un de ses plus grands films. C'est un film de 1h35, de 35 minutes, pardon. Et que j'aime énormément. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à se dire, et qu'il a commencé une conversation qui a duré jusqu'à sa mort, et voilà, et qui s'est traduit par des écritures. C'est-à-dire que lui-même, Claude, avait écrit tout seul un scénario qui s'appelait Le Malin, et qu'il n'a pas réussi à faire. Ensuite, il aimait énormément Tchekhov, et donc il m'avait dit on va croiser 2 nouvelles de Tchekhov, et puis on a travaillé, puis on est arrivé à rien. Et un jour, on se voyait tous les week-ends, parce qu'on travaillait dans la semaine, moi comme assistant, lui comme directeur de production. Et un jour, il me dit regarde, il avait écrit 6 pages à peu près, et c'était la meilleure façon de marcher. Et donc on a fait l'adaptation, les dialogues et tout ça, on a fait ça ensemble. Et puis ensuite, on a écrit Ma tortue sur le dos. Là, on a tourné le film, et je me souviens quand on tournait à côté de Clermont-Ferrand, dans la voiture on a fini par c'est la scène de la fin, là, de nuit et tout. Et moi, j'ai pris ma bagnole pour remonter à Paris. Et je me suis dit, maintenant, alors, c'est mon tour, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Et donc, j'ai écrit l'équivalent, peut-être simplement 4 pages, et sur laquelle on a développé, qui est devenu La tortue sur le dos. Mais j'ai pas réussi à le monter, le film, à ce moment-là. Et donc, Claude, comme la meilleure façon de marcher comme c'était prévu, a très bien marché, on a fait une adaptation d'un livre de Patricia Smith qui s'appelait Ce mal étrange, qui est un titre magnifique, mais à l'époque, on disait que les mots négatifs portaient la poisse. Donc, ça s'est appelé Dites-lui que je l'aime, que je trouve un peu plus foiroteux. Ça n'a pas porté chance non plus au film, qui n'a pas eu le succès. En fait, c'est moins terrible que ce qu'on croit. Le film a quand même les gens, et avec le recul maintenant, quand ils le voient, ils disent c'est bizarre que ce film soit pas plus connu que ça. C'est un très beau film avec Depardieu. Et voilà. Et puis. Mais dans ma question, oui, il y a le aussi scénario. La question oui, bah oui, parce que quand même, c'est un métier aussi. Toi, tu es passé d'évidence à écrire comme ça. Oui, j'étais cinéaste, donc il fallait bien que j'ai des scénarios, et donc voilà. Oui, mais justement, le Rivette pouvait se permettre parce qu'il avait, et puis au début il écrivait ses scénarios. Rivette, c'est à l'usage qu'il a terminé. Mais écoute, moi je crois que c'est par la cinéphilie qu'on apprend à travailler, enfin tout au moins à raconter. Et je me souviens qu'avec Claude, il avait fait l'IDEC, Claude, mais je crois que c'était une période où l'IDEC, l'enseignement n'était pas très intéressant. Mais je sais que quand on écrivait, on faisait sans arrêt référence à Hitchcock, comment Hitchcock ou à Mankiewicz, comment Mankiewicz aurait fait ce truc. Il paraît que Billy Wilder, dans son bureau, avait une phrase qui disait « Qu'aurait fait Lubitsch ?» Et Lubitsch, qui est le champion du monde lui, de la scénarisation. Et voilà, si tu veux, c'est la cinéphilie qui nous a amenés à savoir écrire les scénarios. Et alors, c'est devenu un commerce, que j'espère que tu le pratiques pas, de tous ces petits bouquins merdiques de John Trudy, ils sont 2 ou 3 comme ça, il y a Lavandier aussi en France, qui font des livres pour comment écrire un scénario, où il y avait un bouquin qui s'appelait « Comment d'une bonne idée faire un scénario qui rapportera de l'argent », je crois, ou un truc comme ça et tout ça. Et c'est des combinasses en se servant plus ou moins, comment ça s'appelle, celui qui a écrit la dramaturgie, le grec, quoi ?
Non, bien avant. Le grec qui a théorisé sur la tragédie, sur... Aristote, voilà, Aristote. Et donc, les mecs s'appuient sur Aristote pour savoir raconter du Hitchcock. Ça ne marche pas très bien, quoi. Et ils font des conférences et comment il s'appelle le plus connu? Parce que Trudy, c'est... Quoi? Non, il y en a un... il y a même un film dans lequel il y a un acteur américain qui joue son rôle. Pardon? Non, je cherche le nom du type de l'escroc qui vend ses conférences très chères. Et en fait, ces livres-là, ils servent dans les chaînes de télévision pour pouvoir, ou même peut-être pour d'autres, pour pouvoir analyser un scénario. Mais en même temps, c'est tellement des lieux communs ou c'est des banalités que ça arrive de les standardiser. C'est le drame de la télé aussi, hein, ça. Au cinéma, on essaye... D'abord, ça se travaille très fort, le sauter, tout ça, c'est des scénarios qui sont travaillés pendant 1 an et demi, etc. Enfin, l'écriture compte dans la décision des productions. Oui. En même temps... Voilà, donc, finalement... non, mais c'est très important, le scénario, contrairement à ce que pense Rivette. Y compris sur son type de rédaction. Enfin, il y a de la méthode. Ça, il faut demander. Toi, tu as l'impression, quand vous écriviez avec Claude Miller ou quand tu écrivais tout seul, tu n'étais pas tributaire d'une espèce de contrainte. Non, au contraire, on essayait de se dire où en est notre spectateur. C'est ce que raconte très bien Hitchcock d'ailleurs, qui lui, il avait des méthodes très particulières. D'abord, c'est pas lui qui signait, et j'ai lu un bouquin d'un type qui a écrit qui est un scénariste de polar, qui a écrit le Pas de printemps pour Marnie. Il disait Hitchcock m'emmerdait parce qu'il voulait qu'il y ait une scène de viol. Et dans ma progression, j'arrivais pas à la mettre. Et et je crois que même s'il n'a pas engagé un autre scénariste pour mettre la scène de viol. Voilà. Mais non, mais ça s'entend. Par exemple, c'est des scènes de bonheur intégral dans l'inconnu, North by Northwest, la mort aux trousses, la scène de l'avion et tout ça, c'est Hitchcock qui l'a voulu. Il l'avait dans la tête, il savait comment le faire et tout. Et c'est les scénaristes qui se sont démerdés pour que Cary Grant se trouve avec ce rendez-vous sur cette route déserte, etc. etc. Donc ça existe aussi, ça, où la mise en scène l'emporte sur le scénario. Après, il faut les arranger. Mais en tous les cas, quand on écrivait avec Claude, on disait, alors, où en est notre spectateur? Est-ce qu'il a compris qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela? Non, non. Alors il faudrait qu'on fasse peut-être une scène où voilà. Et c'est une espèce de bricolage. Ça ressemble plus à de la menuiserie probablement. Tu vois, pour construire une bibliothèque, il faut que ça tienne, ça penche là. On va mettre un étai ici pour le redresser et tout et tout. Et c'est du bidouillage, je crois. Alors et même les sauter et tout ça que j'ai eu la chance de fréquenter, l'expérience vous aide quand même, l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait que ça, dans tel film, ça n'a pas marché. Bon, on va dire, voilà. Mais on se jette on se jette à l'eau. Et un jour, j'étais dans une espèce de workshop, machin, au château de Bellem, à côté de Bordeaux, et on était 3 scénaristes français, et il y avait 3 scénaristes américains, dont le mec qui avait écrit Dog Day Afternoon. Film magnifique, mais si, le film de Sidney Lumet, Un après-midi de chien. Et on s'est rendu compte que ces Américains, les 3, ils pataugeaient aussi de la même façon que nous. Ils n'avaient pas leur trait d'huile et les bouquins d'Aristote et tout ça, ils les avaient pas.
Ils n'avaient pas la technique. C'est les scénaristes de télévision qui s'appuient là-dessus. Le cliffhanger, enfin, tous ces termes. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle, notamment sur ce que vient de... J'espère que je ne vous ai pas endormi quand même. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Hein. Bon, alors, on va passer à... Ça va venir. On va passer à deux portraits. Tu vas faire... peut-être le premier, je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour toi, notamment parce qu'il a été il a fait ton introduction dans le monde du cinéma, c'est André Labarthe, et que lui-même, d'ailleurs... n'a pas cessé de rendre des hommages à l'ensemble des cinéastes du monde entier. Absolument, et à l'histoire du cinéma. Ouais. Mais là, si tu veux, l'entrée dans le cinéma, il se trouve que dans ma famille, il y avait un cousin lointain qui s'appelait Denis de la Patelière. Je ne sais pas si ça te dira quelque chose, qui était un cinéaste très, très installé, qui faisait des films... Oui, alors, qui est probablement son chef-d'œuvre. Non, il y a Les Grandes Familles aussi, qui est pas mal. Et donc, on m'avait... les gens qui m'élevaient, j'ai pas été élevé, enfin bon, on me demandait à Patelière de voir si ce sacré Luc, qui ne parle que de cinéma, qui ne rêve que de cinéma et tout, si il a dans le ventre de quoi de venir en faire son métier. Et il m'a pris comme stagiaire, comme observateur sur un gros film qui s'appelait Le Tonnerre de Dieu, un film avec Jean Gabin qui se tournait en studio, etc. Et que j'ai fait pendant les vacances de Pâques en 65. Et Pat m'a pris sous son aile et m'a même demandé des trucs que j'ai su résoudre et tout ça. Et il a fait un rapport à la famille en disant, ben oui, Luc, moi je lui fais confiance et je pense que c'est un métier pour lui. Et je le prendrai comme stagiaire dès qu'il aura eu son bac. Mon bac, je l'ai eu à 21 ans, c'est-à-dire que j'étais le plus vieux du lycée. Et il m'a pris comme stagiaire sur un film sur lequel il n'y avait pas de second assistant, il y avait 2 premiers et le stagiaire. Et là, je me suis défoncé parce que quand je prenais un bout de fil, je tirais parce que c'était ma passion et que voilà. Et je suis sorti de là épuisé, mais ils ont tous vu que j'étais efficace et tout. Et on m'a proposé à ce moment-là de faire un 2e stage sur Le Pacha, encore un film avec Jean Gabin, fait par Georges Lautner. Et comme en préparant l'IDEC, j'avais eu 2 mentors qui étaient Jean-André Fieschi et Noël Burch. Fieschi était un critique des cahiers du cinéma et Burch était un théoricien et qui a fait sur nous, et je dis nous parce qu'il y avait Lecomte, Nuiten, Ferragu et moi qui avons fait à peu près une carrière dans le cinéma, les autres se sont échappés. Et ces deux hommes nous ont vraiment enseigné le cinéma. C'est-à-dire le bouquin que Burch a fait, qui s'appelle Praxis du cinéma, c'était les cours qu'il nous faisait, qu'il a ensuite mis sur papier et tout ça. Et donc, Burch et Fieschi ont fait, pour l'émission Cinéaste de notre temps, un film qui s'appelait La première vague, de Luc Dulac-Epstein, La première vague. Donc, et il nous avait pris, Patrice Lecomte et moi, comme stagiaires. On avait suivi, et comme Patrice avait une bagnole, on allait faire des courses et tout ça. Et Janine Bazin nous avait marqué dans son agenda à Petite Perle. Et quand... au mois de septembre, le film de Patelière, là, c'était juillet, août, septembre. Quand au mois de septembre, on m'a proposé Le Pacha, Janine Bazin m'a dit, notre assistant part au service militaire, est-ce que vous voulez venir être l'assistant d'André Labarthe? Et là, j'ai passé une semaine sans dormir, en me disant, qu'est-ce que je fais?
C'était compliqué de savoir où je rentrais dans le cinéma professionnel et tout ça, où je rentrais par le biais de la critique ou des choses comme ça et tout. Et donc, finalement, m'appuyant sur une phrase de Cocteau qui dit « il faut chanter dans son arbre », j'ai choisi Labarthe. Et là, j'ai rencontré un type, c'était un homme tout à fait étonnant, fantasque, et être assistant de Labarthe, c'était du 24 heures sur 24. C'est-à-dire, il pouvait appeler le soir, appeler. En plus, j'avais pas le téléphone. C'était assez compliqué la vie. Et Labarthe, alors il y avait les émissions qui étaient commandées par la chaîne, qu'il avait vendues, Janine et lui. Pour la chaîne, il y avait une émission Fuller, il y avait une émission sur les cinéastes canadiens qu'avait fait Comolli, Gilles Perrault, et puis Lamotte, Lefebvre, tous ces mecs qui ont disparu, Brault, et Michel Brault. Et donc, être assistant de cinéaste de notre temps, ça consistait aussi bien à aller chercher des copies qu'à surveiller le montage, qu'aller au laboratoire pour vérifier des trucs, qu'aller commander le générique, tous ces trucs. Et puis, en plus, il fallait, quand les films étaient diffusés, que j'aille dans un truc qui était très difficile à avoir, ce qui était l'antenne. Et l'antenne, elle était très fliquée parce qu'il y avait eu plusieurs fois des types qui étaient rentrés, puis il y a eu des histoires célèbres de gens qui étaient rentrés dans la régie finale et qui avaient fait des messages, du piratage. Et voilà, pour vérifier que les cadrages étaient bien les mêmes, etc., etc. Et puis, Labarthe commençait aussi. Je me souviens, par exemple, il y a eu une exposition Rauschenberg au musée d'art moderne. Labarthe a dit trouvons de la pellicule, trouvons une PD machin, et on va tourner dans l'exposition. Voilà. Et donc, beaucoup de choses. Il y a eu aussi un film qu'il avait co-réalisé avec Noël Burch, qui était un film en 3 plans. Alors, il avait fallu avoir une caméra spéciale et tout ça pour avoir des bobines de 300 mètres. Et voilà, on faisait tout et rien, et c'était formidable. C'était formidable. À un moment donné, il avait eu une commande par Dauman de faire un film sur les impressionnistes, à partir du bouquin de Revold. C'était une commande que l'Américain avait faite à Labarthe. Et donc, on est parti et on tournait ça par petits morceaux. Et je me souviens que le premier jour où on arrive à Rouen, il se trouve que Labarthe avait rencontré une fort jolie femme qui est restée avec sa compagne jusqu'à la fin, Danielle Hanzin, qui était une monteuse. Et on part et on a rendez-vous pour filmer la cathédrale de Rouen par rapport à Monet, etc. Et on dit, cet après-midi, à 14h, on est dans le hall de l'hôtel. Et puis, à 14h, il n'était pas là. 14h30, il n'est pas là. Je monte dans la chambre, je frappe. Et il me dit, oui, allez-y, tournez. Et puis, il me passe sous la porte des crobards en me disant, voilà, tu fais un plan de ci et un plan de ça, et ainsi de suite, et etc., etc. Et donc, voilà. Mais sur ce genre d'aventure, il m'est arrivé pire. C'est que c'était un film de Rob Grillet, qui était d'ailleurs pas mal du tout, qui s'appelait Glissement progressif du pli. Ah non, c'était Le jeu avec le feu. Alors, tu parlais de scénario. Le scénario faisait à peu près 60 pages et se terminait par « Si vous voulez connaître la suite de ces passionnantes aventures, messieurs les producteurs, produisez le film. » Et donc, après, il me donnait des feuilles pendant qu'on préparait. Et il me disait, Béraud, faites des photocopies et rendez-moi les originaux parce qu'ils sont vendus à l'université de je ne sais pas où. Et donc, on tourne le truc. Et il y avait tout le temps des femmes nues et tout ça. À l'époque, c'était très simple. C'était par contrat. Il n'y avait pas de vice dans tout ça. Et il y avait... le jeu avec le feu, qui est, à mon avis, un film complètement raté, multiplier différents stades de réalité. Et il y en avait un où des gens
enfin, c'est très compliqué. Il y avait des fantasmes. Et il y avait un des personnages dont le fantasme, c'était une fille flambée sur lit de spaghetti, enfin de tagliatelle. Et on installe ça, on tournait à l'Opéra Comique, et donc il y a des très très jolis. C'est pas des planchers, c'est les petits bouts de bois. Enfin bon. Et on commande à la cantine 10 kilos de pâtes et tout ça. Et puis, on est en train de préparer le truc et il y a un coup de téléphone. Quelqu'un demande Rob Grillet au téléphone. Il y va et il revient. Il dit Béraud, faites le plan. Ma mère est à l'hôpital et machin. Et je me retrouve à faire ce truc. Et alors, j'ai des fantasmes dont je ne vous parlerai pas ici, mais en tout cas, sur la fille flambée sur tagliatelle, ça m'échappait complètement. Et à ce moment-là, toute l'équipe, alors je dis à l'opérateur, comment on fait et tout. Il dit, écoute, c'est toi le metteur en scène. Moi, il y avait Christian Marquand aussi qui dit, alors patron, qu'est-ce que je fais? Et donc, il a fallu que j'organise ça. Enfin, voilà, c'est des petites blagues. Oui, par rapport à la Barthe, donc on était en fait perpétuellement en train de tourner des trucs et des machins et ainsi de suite. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai eu mon bac à 21 ans et j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais appris avant ne me servait à rien, que j'avais perdu mon temps. Et Labarthe, qui était un homme très cultivé, je ne sais pas si j'ai jamais pu le vérifier, il y avait une légende qui disait qu'il achetait toujours les livres en double, tu vois, pour un libraire, c'était une affaire, parce qu'il y en avait un qui lisait et l'autre, il le mettait dans... Je sais pas, ça existe, ça? Oui, ça existe. Ouais. Et donc, il y a des obsessionnels, ouais. Il y en a qui lisent à 45 degrés aussi. Oui, moi oui. Et donc, Labarthe connaissait beaucoup de choses, et donc il m'a initié. Enfin, c'est pas qu'il m'a initié, mais un jour il me dit, oui, tu sais, de Sioran. Qui ça? Sioran. Comment tu connais pas Sioran? Alors, le soir même, j'étais à la une. Et, enfin voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont... en voilà une. J'aimerais savoir comment vous faites pour garder votre motivation dans le processus créatif d'un film, avec toutes les barrières, en fait, tous les interlocuteurs qu'il y a, parce que j'ai une assistant réalisateur aussi, comme vous, pendant quelques années sur Paris. Et en fait, le jour où j'ai voulu commencer à réaliser, j'avais l'impression d'avoir un mur en face à convaincre. Et je voudrais savoir comment vous avez vécu cette époque-là. Au niveau technique, si vous voulez, le fait d'avoir été assistant, j'avais été dans toutes les situations. Donc, je savais que on pouvait tout maîtriser avec de l'argent ou sans argent. Mais voilà. Maintenant, comme metteur en scène, comme réalisateur, il fallait convaincre et c'était très compliqué. Alors, cela dit, à l'époque, le CNC, il y avait un type absolument génial, avait inventé l'avance sur recette, et le texte, c'était pour compenser les injustices du marché. C'est-à-dire... Oui, c'est ça. Mais oui, je crois que l'avance sur recette elle-même est arrivée plus tard. Mais le Duhamel qui avait créé, qui au sein du CNC a créé le fonds de soutien, c'était une histoire formidable. Léon Blum, qui était Premier ministre ou président, non, il était président, avait échangé le cinéma français contre du blé américain. Et le mec s'appelait Burns. Et il y a eu un soulèvement de tout le cinéma français en disant les accords Bloom-Burns vendent le cinéma français. Machin. C'était que les Américains qui ont toujours été très offensifs sur l'exportation de leur cinéma pour des raisons financières et tout ça, et aussi idéologiques, parce que ça défendait le American Way of Life, les frigidaires, les trucs, les machins, les grosses bagnoles, etc. Et le cinéma français s'est insurgé et ils sont revenus parce que les Américains, il y avait des quotas.
des quotas de diffusion, c'est-à-dire que les cinémas avaient le droit de projeter pendant, 12 semaines du cinéma étranger, mais le reste du temps, il fallait qu'ils exploitent du cinéma français et tout. Je ne connais pas exactement les termes, mais enfin, toujours est-il que, donc, pour faire front à ça, il y a un mec dans un ministère de la Culture qui a eu l'idée de dire on va faire payer une TSA, une taxe spéciale additionnelle, sur chaque billet de cinéma, qui est une épargne volontaire mais imposée aux clients, aux spectateurs, qui acceptent de mettre un peu plus d'argent pour créer une cagnotte qui permettra à faire d'autres films. Et tout ça, ça s'est appelé le fonds de soutien. Et le fonds de soutien, ça a aidé donc, les exploitants, les distributeurs et les producteurs. Et donc, plus tard est arrivée l'histoire de l'avance sur recette. Et ma génération, tous les mecs de ma génération, on a tous commencé par écrire des scénarios gratos, sans producteur, sans rien et tout. Et on présentait à l'avance sur recette. Et l'avance sur recette, on l'avait ou on ne l'avait pas. Je vais vous raconter un truc par rapport à ça. Et puis, après, on cherchait un producteur. Et après, le producteur trouvait un distributeur et tout ça. Actuellement, tout ça a été bazardé par des salopios et qui trouvaient que... vous avez vu, le Rassemblement national raconte des bêtises par rapport à ça qui sont totalement fausses en plus. Oui. Mais... Voilà. En pensant qu'ils n'ont rien compris au principe du fonds de soutien et tout ça. Mais donc maintenant, l'avance sur recette, c'est devenu un complément de financement pour des films qui sont assurés d'avoir... Il faut qu'il y ait une chaîne de télé, il faut avoir déjà un distributeur, il faut avoir un casting, etc., etc. Mais alors moi, ce qui est assez marrant, pour La Tortue sur le dos, qui à l'époque s'appelait L'Homme de chambre, je le présente à l'avance sur recette et je ne l'ai pas. Alors, je fais une gueule comme ça. Et puis, un jour, je rencontre Benoît Jacot qui me dit, tu sais, je fais partie de l'avance. On vient de changer l'avance sur recette et j'en fais partie. Et je lui raconte mes déboires. Il me dit, mais tu sais, change le titre et représente-toi. Et alors, il y avait une séquence qui avait choqué beaucoup de gens que j'ai viré. J'ai changé le titre, c'est devenu La Tortue sur le dos. Et je l'ai eu à l'unanimité. C'est-à-dire que tu vois le truc, comme quoi... voilà. Et donc, si vous voulez, maintenant que c'est devenu un truc secondaire, l'avance sur recette, il faut avoir des scénarios qui convainquent, et ben, il faut rencontrer des gens. Et c'est un parcours. Hein, mais pour ce qui est des difficultés de réalisation, ça c'est après, ça se résout avec la production, avec les assistants, avec les techniciens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était sur le fait de conserver sa motivation par rapport au message que vous faites passer à travers. Qui vous écoutent pas ou qui n'ont pas envie de vous entendre, comment vous fonctionnez pour garder la motivation et vous dire je vais aller jusqu'au bout et c'est important ce que j'ai à dire et de vous sentir légitime par rapport à ça. Vous savez, il y a une enquête très célèbre qui dit pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ? Et il y a beaucoup de gens qui ont répondu parce que je ne sais pas faire autre chose. Et que c'est la même chose pour le... C'est la réponse, oui. Il disait bon qu'à ça, c'est tout. Bon qu'à ça. Et encore, ça veut dire qu'il se prenait quand même très au sérieux, parce que bon. Et c'est la même chose pour les peintres et toutes les disciplines artistiques sont faites. Enfin, les peintres, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. L'engagement financier, je pense que c'est quand même. Oui. Je ne sais pas si ça compte dans votre. Oui, effectivement. Ouais. Mais alors, je vais vous raconter un truc. Pendant le Covid, je me suis retrouvé isolé dans une maison que j'ai dans la Creuse. Et Costa Gavras et Frédéric Bonneau ont envoyé des lettres des gens qui étaient des amis de la Cinémathèque pour dire on peut projeter de films, pourquoi vous ne nous enverriez pas des lettres de cinéastes ? Et j'ai pris ça au pied de la lettre et avec mon téléphone, j'ai fait 2 films
puis un troisième au deuxième confinement. Et qu'on remportait tous mes copains et tout ça, on trouvait ça intéressant. Et je me suis dit, dans le fond, maintenant que je sais me servir du téléphone pour autre chose que téléphoner ou faire des photos, pourquoi je ne ferais pas ça? J'avais en 2015, il faut dire ma carrière à la télévision s'est arrêtée en 2010. Au cinéma, donc j'avais écrit des scénarios pour d'autres et tout, mais enfin, j'étais pas vraiment une vedette. Et j'avais pas pu faire ce film. J'avais payé 2 fois une option sur un bouquin que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, après tout, pourquoi je ne ferais pas ce scénario? Je vais retoucher un petit peu 2-3 trucs et je le ferai dans la Creuse, là où j'avais ma maison. Et j'ai demandé à des comédiens amis que j'avais fait tourner de venir gratos. J'ai tourné 3 semaines. Et j'ai fait tout seul, avec une assistante et 2 stagiaires. On a fait un film avec un téléphone qui a coûté. Bon, là, j'ai payé un cuisinier parce que c'était très. Quand on mange mal sur un film, ça peut prendre des proportions terribles. Et donc j'avais et j'ai fait le film donc avec mon téléphone. Et j'ai voulu le monter moi-même, j'y suis pas arrivé parce que je maîtrisais pas le système de montage et tout ça qui était plus sophistiqué que celui que j'avais eu pour faire mes petits films de confinement là, qui duraient 8 minutes et 15 minutes. Voilà. Mais là, on m'a dit, un long métrage, tu ne pourras pas le monter avec un système aussi simple. Et donc, j'ai proposé à un type qui était un monteur de pub, qui était ravi de faire de la fiction, de le monter. Ensuite, j'ai fait le mixage dans un copain, enfin pas un copain, on m'a donné son nom, qui s'était fait un Audi dans son garage. Et l'étalonnage a été fait par un copain sur son ordinateur. Enfin voilà, donc j'ai tenu du début jusqu'à la fin à faire ça à moindre frais avec du matériel amateur. Et quand je suis arrivé au CNC, il me savait qui j'étais, il me connaissait, le type m'a dit, mais Monsieur Béraud, vous faites un film comme ça dans la marge, vous payez personne, Si, en fait, j'avais payé 2 parce qu'il y avait 2 petits garçons dans le film, et qu'on m'a dit, si tu fais tourner sans les payer, enfin, c'est du travail clandestin, et avec des enfants, c'est du pénal. Donc, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Et donc, le mec m'a dit, mais vous faites un film marginal, vous ne pouvez pas ne pas rester dans la marge. Et voilà. Et si vous voulez, bon, alors moi, c'est en fin de carrière que je l'ai fait. Est-ce que si je l'avais fait en début de carrière, ça serait différent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah non, non, alors, comme je vous l'ai dit, j'étais sur des films un peu marginaux et fauchés. Mais j'ai fait des films comme assistant opérateur, j'en ai fait d'autres comme machiniste. Non, j'ai pratiquement tout fait. J'ai été assistant monteur. Non, j'ai fait toute la gamme de... Vous savez, j'arrivais à Paris, j'arrivais de ma province, et j'étais assoiffé de tout. Et j'ai fait pratiquement tous les métiers. Et sur des films, il y avait un truc qui s'appelait Le Grec, qui était une subvention qu'on faisait pour des... Ça existe toujours. Ouais. Il y a eu des films formidables de faits au Grec. Et moi, le Grec m'a rendu un grand service, c'est que j'avais présenté La Poule, le scénario de La Poule, et je ne l'ai pas eu. Et donc, j'ai été obligé de le financer moi-même. Et comme le film a eu un gros succès, que j'ai eu un très beau prix et tout, ça a été le début de ma fortune. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Alors, moi, je suis l'anti-Rivette, c'est-à-dire que je prépare énormément. J'arrive sur le plateau et je pense qu'on travaille très mal en heures supplémentaires parce que Rivette, il faut savoir que donc, tous les matins, on prenait 3 heures à poireauter en attendant qu'ils mettent au point leur scénario, les scènes qu'ils voulaient tourner, et que donc du coup, on dépassait tous les soirs de 3 heures. Et j'étais aussi directeur de production sur le film. Et donc j'avais fait des forfaits. Il n'y avait pas d'heures supplémentaires et tout. Et les mecs commençaient à râler quand même. Qu'est-ce qu'on fout et tout ça. Donc moi je suis le contraire de ça. Je prépare énormément. Je ne sais pas improviser, mais alors simplement en mûrissant petit à petit, j'ai appris à me décontracter un petit peu, mais j'ai toujours dans la poche arrière de mon jean les plans à faire dans la journée. Et puis, en fait, avec les comédiens, on se rend compte que c'est plus intéressant de faire ça comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Voilà, avec la maturité et surtout avec l'expérience, on apprend à être moins rigoureux. Enfin, la rigueur se déplace. Oui, voilà. Mais alors, par rapport, comme je suis quand même très angoissé, je suis ce qu'on appelle soupolé. C'est-à-dire que je peux me foutre dans une colère noire, mais ça tombe, ça reste, ça prend 2 minutes, disons, et tout. Alors la toute dernière, sinon... Non, et puis vous dire aussi que au début, quand on commence, on attache beaucoup d'importance à la technique. Parce que faut savoir la maîtriser, et puis plus ça va, plus la technique devient une seconde nature, et on s'intéresse plus aux comédiens à ce moment-là. Bon, il vous reste à lire le livre chez Marest, qui est un jeune éditeur de livres de cinéma qui en bave un peu, mais qui fait un boulot formidable. Il se fâche avec tout le monde. Oui, mais enfin, bon, en tout cas, il fait un très beau travail depuis peu d'années. Hein. Voilà, il n'est pas très long, il fait 200 pages. Au travail avec Duras, Rob Grillet, Rivette et quelques autres. Bon, merci, Luc. Et reste là s'il y a quelques dédicaces. Il s'agissait à l'instant de Luc Béraud autour de la parution chez Marest Éditeur de son ouvrage Au travail avec Duras, Rob Grillet, Rivette et quelques autres lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 2 décembre 2025. Luc Béraud a aussi fait paraître chez Actes Sud Au travail avec Jean Eustache en 2017 et Les Lumières de l'Homme sur Pierre Lhomme en 2023. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.